Bienvenue si vous nous rejoignez pour le plateau de l'invité. Les forces armées béninoises ont une nouvelle fois éprouvé 3 attaques terroristes simultanées dans la zone frontalière nord au cœur du parc W le 17 avril dernier. Les assauts ont visé les chutes de Koudou, le point triple ainsi qu'une équipe chargée de l'ouverture de la voie d'accès. Le bilan fait état de 8 soldats béninois tués, 13 autres blessés. Côté assaillant, 11 terroristes ont été neutralisés. Lors de la riposte, je reçois pour en parler Nourdine Diallo. Bonjour et bienvenue. Bonjour Charlotte. Merci d'accepter notre invitation. Vous êtes le directeur général d'Africadev, spécialiste en communication. On va donc parler de cette attaque au Bénin. La zone des 3 frontières est définitivement une cible des assaillants. Absolument. Depuis le début de cette année, le premier attaque, je crois que ça remonte à janvier, le 8. Et depuis le début de l'année, c'est la 3e fois que la même zone est en proie à des attentats de grande ampleur, avec des dégâts importants sur les dispositifs militaires, sur le matériel et sur les forces armées béninoises elles-mêmes. Et sans oublier aussi les civils qui sont touchés, notamment en grande quantité selon les bilans qui ont circulé sur les réseaux sociaux le 17 avril dernier, je crois. Donc, en réalité, c'est que la zone de plus en plus est touchée. Les terroristes tentent quand même de progresser dans la zone. Évidemment que c'est très déplorable et qu'il va falloir aller vite et trouver des solutions. Et cette offensive revendiquée par le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, j'estime, est la plus lourde perte pour l'opération antiterroriste Mirador depuis son lancement en janvier 2022. On va revenir justement sur cette opération. Que faut-il savoir de l'opération Mirador? Non, mais l'opération Mirador est une opération qui a été montée après l'appel d'Accra. Donc, c'était en 2022. Et pour répondre à la montée de la menace terroriste dans le nord du Bénin. Et l'opération Mirador, ça compte à peu près, d'abord, il y a eu un premier recrutement de 3000 hommes. Et puis ensuite, il y a eu un rajout d'effectifs qui l'amène, je crois, à 8000 hommes. Et donc, l'opération a pour mission de sécuriser les frontières du Bénin côté nord du pays, et aussi de faire reculer l'implantation des djihadistes dans cette partie septentrionale du pays. De cette initiative béninoise, mais quels sont les partenaires stratégiques sur le projet? Bon, alors, le Bénin a des partenaires avec qui il travaille pour la lutte contre le terrorisme. Et nous avons entendu le président Talon dire qu'ils ont un partenariat stratégique avec la France et aussi avec les États-Unis. Nous avons entendu Emmanuel Macron, le président français, lui aussi, dit que le Bénin est désormais un partenaire privilégié dans la région pour la lutte contre le terrorisme. Et pour des résultats mais la France, des applications des tout pays à fait, voisins. Avant de venir à l'efficacité, il faut savoir que en cette matière, il n'y a pas que les pays occidentaux qui sont partenaires du Bénin. Dans le cadre de l'opération Mirador, il faut savoir que c'est une opération qui a été montée, mais qui a aussi d'autres partenaires africains tels que le Togo, tel que la Côte d'Ivoire, tel que le Burkina entre-temps, mais qui malheureusement avec le Niger, eux ils sont sortis, ils ont dénoncé donc la coopération militaire avec le Bénin. Maintenant, si vous voulez parler de l'efficacité, c'est bien ça votre question. Oui. Je pense que au début, ça a payé. Au début, ça a payé pendant un temps, mais le fait que dans les pays de l'AES, les incursions ont baissé. De fait que les pays de l'AES arrivent quand même dans une certaine mesure à contrer le phénomène, à repousser le phénomène, eh bien, les djihadistes, c'est des gens qui arrivent à mouvoir rapidement. Donc, en l'absence de coopération avec justement le Bénin et entre le Bénin et ses voisins immédiats, le Burkina et le Niger, évidemment que ça crée une pression supplémentaire. Et que l'absence d'information et d'échange de renseignements entre ces pays avec le Bénin, forcément que ça facilite et c'est la recrudescence de ces attentats. En clair, vous estimez que ces différentes dénonciations de certains pays voisins fragiliseraient aujourd'hui l'opération? Absolument, absolument. Là, c'est comme si, avec ces pays voisins immédiats, le Bénin n'a pas d'entente, il n'y a pas une synergie d'action, donc forcément que ça crée des pressions sur l'opération en elle-même.
Et quelles sont, selon vous, les raisons pour lesquelles cette zone reste un point stratégique pour les groupes terroristes? Mais bien sûr, parce que dans cette zone, ils peuvent rapidement se rendre au Niger, ils peuvent rapidement aller commettre des attentats au Niger, se replier, vice-versa. Une zone jumelle à la zone des trois frontières. Oui, c'est une autre zone, c'est une autre zone des trois frontières qui est installée au nord du Bénin et qui est dénommée le point triple. Et donc, et puis n'oubliez pas que les terroristes peuvent descendre jusqu'à Kandi et remonter vers Niki et aller au Nigeria. Donc la zone, c'est aussi une zone bien stratégique et que si rien n'est fait, cette zone risque de ne plus être en sécurité. Mais il faut parler de ce que recherchent les terroristes quand ils commettent ces attentats. Les terroristes, ce qu'ils recherchent, ce n'est pas, il n'y a pas une revendication, claire humaine en tant que telle. Mais c'est vrai que ce ne sont pas des musulmans, ce ne sont pas des pratiquants de l'islam, mais c'est juste des gens qui ont une idéologie, qui veulent continuer à attaquer pour faire régner la terreur, et ils veulent surtout avoir un territoire, contrôler un pan du territoire nord béninois. C'est ça, parce qu'ils ont eu à le faire déjà au Burkina, ils ont eu à le faire au Mali, et ils ont tenté de le faire au Niger, ça n'a pas marché. Donc si le Bénin y prend garde, la frontière et cette zone frontalière du triple va complètement tomber. Et donc il y a nécessité pour le gouvernement béninois avec ses partenaires de trouver vraiment une porte de sortie, de trouver des solutions adéquates, et surtout nous en appelons au règlement de la crise avec ces pays voisins immédiats, le Niger et le Burkina, pour qu'une coopération militaire puisse reprendre le dessus. Justement, où en est le Bénin aujourd'hui avec la médiation entreprise par les anciens présidents Soglo et Aïboni? Bon, pour l'instant, il n'y a que quelques... Est-ce qu'entre-temps, la situation, le dialogue a évolué? Bon, à nos connaissances, non, ça n'a pas évolué. Ce que veulent les observateurs, c'est l'ouverture de la frontière pour que les activités reprennent. Parce que vous savez une chose, c'est que avec le maintien de la frontière qui est restée fermée, il faut savoir que la pauvreté s'est emparée de la zone. Et quand la pauvreté s'empare d'une zone, ça devient un terrain favorable. Là, les impacts la pauvreté, c'est sur les populations. Absolument. Le maintien de la fermeture, de la frontière a des conséquences sur les activités génératrices de revenus pour les populations. Et si donc quand les populations deviennent pauvres et qu'elles n'ont pas les moyens de mener une vie décente, ils deviennent des proies faciles. La pauvreté est un fertilisant extraordinaire pour les recruteurs de terroristes. Surpris par la menace terroriste en 2019, le Bénin a réagi en lançant donc une opération d'envergure en janvier 2022 dénommée et donc l'opération Mirador. Cette opération militaire vise, comme vous le disiez, tantôt à défendre l'intégrité du territoire béninois, mais outre les accords dénoncés, en tout cas les accords bilatéraux dénoncés par les pays voisins, quelles sont les autres difficultés que rencontreraient les militaires l'armée béninoise sur le terrain? Non, je pense que le Bénin... En termes d'effectifs, est-ce que cela est suffisant aujourd'hui pour justement contrer l'ennemi? Non, mais face au terrorisme, les armées ne sont jamais suffisantes. Il faut toujours des hommes, il faut toujours du matériel et il faut du renseignement efficace. Donc, je pense que le Bénin doit travailler davantage à produire du renseignement et du vrai renseignement qui lui permettent d'être proactif et de pouvoir prévenir les attaques. Parce que dans ce type de lutte, de ce type de stratégie, c'est la prévention qui est nécessaire et la prévention n'est efficace que lorsque le renseignement est efficace. Oui. Le Bénin connaît, on va le rappeler, le 1er mai, depuis le 1er mai 2019, jour de l'enlèvement de 2 touristes français et de l'assassinat de leur guide béninois, un contexte sécuritaire nouveau, attaque de groupes armés contre l'armée béninoise où les populations posent d'engins explosifs improvisés à l'échelle régionale et internationale. Quelles sont les implications de ces attaques-là pour le Bénin et les voisins? D'abord, il y a une chose qu'il faut comprendre, c'est-à-dire qu'il y a des vérités absolues qu'il faudrait savoir sur le terrorisme, d'une part. Et puis, d'une autre part, il y a que ces attentats qui se commettent aujourd'hui
contre les forces de défense et de sécurité béninoises sont comme du déjà vu. Vous savez très bien que pour nous les observateurs, ce qui se passe au nord du Bénin, c'est du déjà vu parce que ça nous rappelle absolument, ça nous rappelle le 1er juillet 2019, Inates au Niger, avec 111 militaires nigériens qui sont tués dans une attaque de grande ampleur. Ça nous rappelle également le 9 janvier 2020, toujours au Niger, l'attaque de Chinagoder. Ça nous rappelle au Mali le 21 mars 2019, Dioura, dans la région de Mopti. Ça nous rappelle aussi au Burkina Faso le 14 novembre 2021, Inata, dans la province de Soum. Donc, c'est pour dire que ça, c'est le mode opératoire, c'est comme ça que fonctionnent les terroristes. Et c'est pourquoi il est nécessaire de connaître un certain nombre de vérités. Je ne sais pas quel est le logiciel avec lequel les États africains sont en train de lire le terrorisme, mais il va falloir intégrer certaines réalités, certaines vérités dans la perception même du terrorisme. Parce que quand un problème n'est pas bien posé, alors il est mal résolu. Voilà pourquoi j'invite les États à avoir une bonne perception du terrorisme. Et je veux juste en donner 3 points. Alors, il y a 3 vérités à savoir absolument sur le terrorisme qui frappe l'Afrique. C'est que la première vérité qu'il faudrait connaître sur ce terrorisme qui nous touche en Afrique, c'est que le terrorisme, c'est vraiment un outil de recolonisation. C'est aussi une arme de guerre et de prédation élaboré par les impérialistes. Ça, il faut le savoir. La deuxième vérité qu'il faut savoir sur le terrorisme, c'est que le terrorisme qui nous touche en Afrique est une conséquence directe de la destruction de la Libye par justement la France et l'OTAN. Depuis la zone de Sinaï, oui. Absolument. La déstabilisation de la Libye n'est pas une erreur ou une simple coïncidence. C'est un plan qui est savamment orchestré. Ceux qui ont détruit la Libye savaient très bien ce qu'ils faisaient. Ils connaissaient très bien les conséquences. Voilà pourquoi il faut que les États sachent ces choses et les intègrent dans leur stratégie qu'ils élaborent justement contre le terrorisme. Et la troisième et dernière vérité qu'il faut savoir absolument sur le terrorisme, c'est que jusque-là, sur le continent africain, aucune stratégie contre le terrorisme qui est montée en partenariat avec la France et l'OTAN n'a prospéré. Ça marche pour un temps, mais après, ça révèle toujours des insuffisances. Donc il faudra que nos États s'approprient ces vérités et les intègrent justement dans leur stratégie. C'est très important. Je partage votre analyse et nous sommes convaincus que les autorités, en tout cas les dirigeants africains des pays touchés par le phénomène du terrorisme sont conscients de ces vérités puisqu'ils en parlent également, ils dénoncent et ils déplorent également des situations dans leurs interventions. Vous avez parlé de logiciels pour un peu faire le dessin de la situation actuelle. À votre avis, de par vos analyses, est-ce qu'aujourd'hui les États, les dirigeants africains devraient formater ce logiciel ou carrément faire simplement une mise à jour? Oui, mais bien sûr, il faut pour les pays qui n'ont pas encore intégré ces vérités, il va falloir formater. Mais ceux qui ont déjà intégré, il va falloir qu'ils ajustent leur stratégie parce que la lutte contre le terrorisme, c'est une lutte qui progresse, qui avance parce que les terroristes, ils sont ingénieux, ils changent de stratégie, de mode opératoire et puis donc ils innovent. Donc il faut que pour les contrer, il va falloir aussi être très fort dans les innovations et pouvoir justement pouvoir prévenir. Et ça passe forcément par le matériel, ça passe par le renseignement, ça passe par la qualité des partenaires. Malheureusement, la situation aujourd'hui, on a l'impression que les pays vont en rang dispersé dans leur stratégie de lutte contre le terrorisme. Quelles seraient vos recommandations en termes de mesures fortes pour justement arriver à triompher et gagner cette guerre? Les pays africains ont une attitude assez curieuse. C'est-à-dire qu'en Afrique, nous n'avons pas la culture... On combat un même ennemi, mais de façon différente. De façon différente. C'est-à-dire que lorsque le toit du voisin est en train de brûler, nous pensons que ça ne nous concerne pas et nous restons dans notre maison à le regarder se débattre tout seul. C'est ce que les pays membres de la CEDEAO ont fait avec les pays de l'AES aujourd'hui. Ça fait très longtemps, depuis la destruction de la Libye, que le Sahel est en proie au terrorisme. Mais malheureusement, on n'a pas vu la CEDEAO se lever et constituer une force
pour aller contrer le terrorisme. Mais dès que le président Bazoum a été déposé rapidement, on a cherché des hommes pour aller rétablir. Donc, c'est pour dire que qu'est-ce qui fait réellement les préoccupations majeures de beaucoup de nos dirigeants. La question se pose à ce niveau. Les organisations africaines devraient revoir leurs priorités. Mais je pense essentiellement que, comme vous avez posé votre question, on peut en parler justement, c'est qu'aujourd'hui, il faudrait que les pays n'aillent plus un rang dispersé face au terrorisme. Chaque regroupement, et même nous devons avoir au plan africain un plan d'ensemble qui travaille à lutter contre ce mal. Parce qu'aujourd'hui, le phénomène évolue dans tous les pays. Change de stratégie, se réadapte. Voilà pourquoi les regroupements, aujourd'hui, ce qui reste de la CEDEAO, devaient pouvoir prendre le problème à bras le corps et coopérer justement avec les pays membres de l'AES qui, eux, ont traversé des situations graves, qui, eux, ont une expérience en la matière, qui, eux, lorsqu'ils en parlent, il faut qu'on les écoute. Ils sont touchés par le terrorisme depuis 2012. Ils sont touchés par le terrorisme depuis 2012. Mais le Niger a averti le Bénin. Le Niger dit attention, les Français qu'on a renvoyés, ne les mettez pas là. Bien vrai, nous, on va s'en tenir à ce que le Bénin dit. Le Bénin dit non, je n'ai pas de base militaire française chez moi. Bon, nous, on s'en tient en tant qu'analyse parce que nous n'avons pas été sur le terrain pour vérifier. Nous nous en tenons à ce que dit simplement le gouvernement béninois. Pas que la France. Le Mali aujourd'hui même accuse l'Algérie de servir de base arrière. Mais justement, ça fait, les pays de l'AES le disent régulièrement. Et au Niger, ils ont dit que, bon, voilà, donc les Français sont complices de l'attentat terroriste, des attentats terroristes. Le Mali a dit la même chose, le Burkina a dit la même chose. Mais quelle est l'instance dirigeante africaine qui s'est préoccupée réellement de cette question et qui, effectivement, les a fait asseoir autour d'une table pour les écouter, mesurer la véracité des faits et pouvoir les prendre en charge? Je crois qu'il n'y en a pas eu. L'autre exemple de l'inaction des Africains aujourd'hui, c'est quoi? C'est la fermeture de la frontière entre le Bénin et le Niger. C'est vrai que les anciens chefs d'État béninois, Thomas Boni Yayi et Nicéphore Soglo, ont tenté quelque chose. Mais aujourd'hui, quelle est l'instance africaine aujourd'hui qui a désigné des médiateurs de prendre le dossier en main, parce qu'on est conscient quand même que tant que cette frontière reste fermée, c'est un terrain favorable parce que ça va creuser davantage la pauvreté, et la pauvreté est un fertilisant pour le terrorisme. Donc je pense que les Africains, à un moment donné, doivent se prendre au sérieux. Et je recommande d'ailleurs que le président Talon et le président Tchali se voient enfin pour en discuter en responsable, en chef africain, pour trouver une solution, pour que la frontière soit réouverte. En tant que spécialiste de la communication, vous pensez également qu'il serait opportun d'inviter à la table de discussion, en tout cas en matière de stratégie de lutte contre le terrorisme, même les pays africains qui ne connaissent pas encore ce défi? Absolument. Même les pays africains qui n'ont pas encore connu d'attentats, il faut déjà les associer. Et pour qu'eux, ils s'inspirent déjà de ce qui a été déjà fait dans les pays et qu'ils apportent également leur contribution pour une manière d'aider les voisins qui sont atteints d'incendie, d'éteindre le feu et pour que le feu ne vienne pas jusqu'à eux. Le président ghanéen, lors d'une dernière visite à Bamako, invite les États, en tout cas de l'AES, à une rencontre prochaine au Ghana pour discuter toujours avec la CEDEAO. Quelles sont vos attentes? Nous sommes tout à fait pour les discussions. Et les pays membres de l'AES sont sortis de la CEDEAO, mais ce n'est pas ça, cette raison qui fera que la CEDEAO et l'AES ne vont plus discuter. Au contraire, l'AES aujourd'hui est un regroupement sous-régional du Sahel qui est reconnu aujourd'hui partout dans le monde entier, que ce soit en Russie, que ce soit en Turquie, un peu partout. De plus en plus de partenaires leur font confiance. Donc, il faut discuter avec eux. C'est des partenaires sérieux qui ont une expérience, qui ont des choses à dire, qui ont leur contribution à apporter dans ce qui se fait sur le continent. Vous aviez évoqué tantôt les impacts de cette situation d'insécurité sur les populations, mais quelles mesures, comment est-ce que vous voyez un peu l'action des autorités, en tout cas la société civile, les populations, comment est-ce qu'ils devraient aussi appuyer les gouvernements? Non, d'abord au Bénin, ce qui doit se passer face à cette situation, c'est l'union sacrée des Béninois, de tous bords confondus.
confondus autour donc de leurs forces armées, et qu'il n'y ait pas de récupération politique, et que le gouvernement béninois trouve le moyen de doper, j'allais dire, le moral donc de ces forces armées, parce que c'est quand même choquant, c'est révoltant, mais en même temps, il faut que la lutte continue et que personne ne baisse les bras. Donc c'est la première chose. La deuxième chose à faire, évidemment, c'est d'accroître le renseignement, d'accroître la coopération et les synergies d'action. Et puis aussi, la troisième chose, évidemment, c'est de travailler à développer les zones reculées, de travailler à donner de l'emploi aux jeunes, de travailler en matière de développement des services sociaux de base. Parce que c'est ça, tant que les zones sont vides et que les jeunes dans ces agglomérations n'ont rien à faire, eh bien c'est des candidats, des bons candidats au terrorisme. Mirador, donc c'est une opération qui a pour but de faire la veille opérationnelle, de protéger les populations également, d'empêcher toute infiltration ennemie sur le territoire béninois. Mais vous le reconnaissez, les défis, vu la situation actuelle, les défis sont encore nombreux. Ah oui, les défis sont très nombreux. Et ça a marché un moment, mais maintenant ça ne marche plus. C'est le schéma classique avec le terrorisme. Ça a été le cas au Niger, ça a été le cas au Mali et ça a été le cas au Burkina. Donc c'est ça justement qui avait amené les populations du Sahel à se révolter et à vouloir prendre leur sécurité en main. Et donc je pense qu'il est grand temps que les autres pays qui n'ont pas encore compris intègrent ces vérités dont nous avons parlé tout à l'heure pour que leur lutte contre le phénomène soit plus efficace. Et puisque nous parlons du Bénin, le pays s'apprête à voter une loi pour interdire aux chefs traditionnels de s'investir dans les affaires politiques. Quels sont les enjeux liés à cette situation au Bénin? Ben, écoutez, je ne sais pas quelles sont les études qui ont été menées. Je ne sais pas sur quelle base cela se fait. Mais je sais tout simplement que dans un État laïque, il serait préférable que l'État laisse tout ce qui est coutumier et religieux aux religieux et aux spécialistes de cultes traditionnels. Et aux spécialistes de la tradition à pouvoir gérer, mais tout en essayant de les organiser. Mais je pense que, si j'ai bien compris... C'est une préoccupation que vous comprenez, que vous partagez. Oui, nous comprenons. Je pense que l'objectif pour l'État béninois, c'est de pouvoir mettre cette chefferie traditionnelle dans les conditions, de pouvoir les doter et aussi de pouvoir, dans une certaine mesure, les mettre sous coupe réglée également. Parce que quand vous dotez, vous contrôlez forcément. Et quels peuvent être les avantages? Mais les avantages, c'est que cette chefferie va mieux s'affirmer, aura beaucoup de moyens. Mais peut-être qu'il y a aussi un revers de la médaille qu'il va falloir observer pour voir ce qui va se passer. Le Bénin est un pays de chefferie qui accorde en tout cas une place première à la tradition africaine. Justement, comment est-ce que le collège de la chefferie traditionnelle au Bénin pourrait aussi aider justement dans cette lutte contre le terrorisme en matière de sensibilisation? Mais bien sûr, vous savez que quand les terroristes viennent dans une agglomération, ils recrutent forcément sur place. Et que les populations à la base, les populations dans nos villages, tout le monde se connaît. Donc il va falloir une plus étroite coopération entre cette chefferie qui a quand même un contrôle sur les habitants pour pouvoir les associer davantage, surtout en ce qui concerne l'information, l'alerte, le renseignement. 3000 hommes mobilisés, 3000 soldats béninois mobilisés au départ, un effectif qui a été renforcé par la suite. Vous le disiez, aujourd'hui des attaques se sont multipliées contre la force, en tout cas de l'opération Mirador. Est-ce que ces attaques changent la donne ou renforcent selon vous la détermination des forces de sécurité? Non, ce n'est pas la question. Ce qui est sûr, ça provoque un choc. Et ce choc doit être maintenant transformé en force pour avancer. Donc il va falloir que le gouvernement béninois prenne la mesure, qu'il dope, comme je l'ai dit tantôt, le moral de ses troupes et travailler à un meilleur renseignement pour l'efficacité de la lutte et travailler surtout à régler le conflit avec le Niger et le Burkina pour que une étroite coopération militaire reprenne. Pour vous, ça fait partie des actions urgentes? Absolument. Et au niveau de la population, en tant que spécialiste de la communication à impact social, comment est-ce que au niveau, justement, à la base, on peut davantage
conscientiser notamment les jeunes et toutes les couches plus vulnérables? Non, ce qu'il y a à faire au niveau des populations, c'est de faire une communication, d'accroître la communication pour rapprocher l'armée, les armées de nos pays des populations. Ça, c'est la première chose à faire. Et d'outiller justement les populations à la base, à savoir reconnaître les signes. À savoir les signes. Ben, écoutez, quand vous voyez des nouvelles figures se présenter dans un village, vous ne savez pas très bien ce qu'ils font là. Et quand vous voyez des personnes, des petits regroupements qui se cachent pour discuter, quand vous voyez des gens dont les mouvements ne sont pas très clairs, quand vous voyez des gens qui au début, des jeunes dans la zone qui n'ont aucune activité génératrice de revenus, mais qui après vous les voyez avec des motos, des téléphones et des smartphones, alors qu'ils ne font absolument rien du tout qui leur permet de gagner et d'avoir ces genres de choses. Il faut outiller les populations à savoir reconnaître les signes, les indices et de pouvoir alerter en temps réel et pour que les forces de défense et de sécurité puissent rapidement mettre les groupuscules sous surveillance, les suivre, les filer afin de leur mettre la main dessus avant qu'il ne soit trop tard. Quand on écoute les populations, beaucoup déplorent que les informations ne sont pas très souvent, les informations en tout cas d'ordre sécuritaire, ne sont pas très régulièrement diffusées quand il y a attaque. On n'est pas tout de suite informé, mais quel rôle vous pensez que les médias peuvent jouer dans cette lutte? Oui, les médias ont un rôle crucial à jouer en donnant l'information là où il le faut. Et justement, vous savez que dans les fins fonds de villages africains, tout le monde ne parle pas la langue française. Et de pouvoir traduire également ces messages en langue locale. Et aussi, comme je l'ai dit tantôt, de faire des émissions, de faire des sensibilisations et d'aller justement d'organiser des rencontres sur le terrain pour expliquer justement aux citoyens lambda des régions, des zones les plus reculées, à savoir reconnaître les signes, à savoir reconnaître le danger quand il s'approche trop d'eux. Parmi vos recommandations, vous soulignez également une action unifiée à l'échelle continentale. Spécifiquement, comment voyez-vous des actions au niveau de l'organisation? On va parler de l'Union africaine. Avez-vous le sentiment que cette organisation est peut-être un peu trop en réserve par rapport à ce dossier? Oui, quand vous prenez l'Union africaine ou même la CEDEAO, c'est des institutions qui sont étonnamment et qui sont pourtant dotées donc d'instances chargées de paix et de sécurité. Mais quel est le travail qui se fait au sein de ces instances? C'est ça qu'on ne comprend pas très bien. Donc il faut que d'abord qu'elles élaborent ces institutions des plans stratégiques qui impliquent les pays membres, mais qui aussi tiennent compte de ces vérités dont nous avons parlé. Parce qu'il faut qu'ils intègrent ces vérités, à savoir que ils ne peuvent pas régler le problème avec les gens qui ont créé le problème. Donc, dans le choix des partenaires stratégiques, dans le choix des coopérants, il faut savoir vers qui aller, vers qui ne pas aller. Parce que ceux qui ont créé le problème ne peuvent pas réellement vous aider à supprimer le problème. C'est difficile. C'est ce que les pays de l'AES ont compris. Et c'est pourquoi je pense que l'AES aujourd'hui, c'est un grand laboratoire dont devrait s'inspirer la CEDEAO et l'Union africaine. En matière d'équipement militaire, est-ce que ces organisations devraient également quelque part mettre la main à la poche? Absolument, absolument. Toutes ces organisations doivent... Ça fait partie des défis. Ça fait partie des défis. Mais écoutez, quand vous avez votre maison, vous êtes tenu de la sécuriser. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Sans sécurité, sans stabilité, il n'y a pas de développement. C'est pourquoi la question sécuritaire, c'est une question cruciale dans justement le plan de développement de l'Afrique tout entière. Et donc, il faut justement élaborer des stratégies africaines, trouver les moyens au plan africain et maintenant trouver des partenaires sincères qui vont aider justement à avoir les renseignements nécessaires. Et selon vous, quelles sont les perspectives d'avenir pour la stabilité de la zone de Point Triple? Ce qu'il faut faire entre le Bénin, le Burkina et le Niger, il faut le préciser. L'urgence, je le répète, c'est encore une fois le renseignement. Ce sont les échanges d'informations et que les bisbilles qui sont entre les pays voisins là doivent rapidement être réglés. Il faut que les pays trouvent le moyen d'avancer et de pouvoir coopérer. Je crois que c'est à cette seule condition qu'ils peuvent efficacement réussir
la lutte. Merci Noureddine Didier Alorou, merci d'être passé sur le plateau de l'invité. Je rappelle pour nos téléspectateurs que vous êtes directeur général d'Africadef, spécialiste en communication. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous également de nous avoir suivis sur New World Info.